Certaines histoires commencent comme des contes de fées, pour ensuite basculer dans les recoins les plus sombres de la trahison humaine. Ce qui suit est le récit d'une confiance brisée et d'un secret de famille si terrible qu'il a conduit à l'impensable. C'était notre 5e anniversaire de mariage. Tout était parfait, jusqu'à ce que tout soit anéanti. Mon mari a ajouté un sédatif à mon vin et m'a droguée. Et pendant que j'étais encore inconsciente, il a invité son cousin pour qu'il me mette enceinte, afin de dissimuler son terrible secret de famille. Bella se tenait devant son miroir en pied, ajustant la robe de satin rouge qui épousait ses courbes exactement comme Fémie aimait. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, son cœur dansait comme celui d'une écolière. Ses cils étaient fraîchement recourbés, ses lèvres d'un rose brillant, et ses boucles souples rebondissaient légèrement à chacun de ses mouvements. Elle était belle, non, elle était parfaite. Aujourd'hui marquait 5 ans de mariage. 5 ans de rire, de croissance, de voyage, de secrets partagés et, dernièrement, de douleurs silencieuses. Mais ce soir semblait différent. Fémie lui avait embrassé la main ce matin-là, s'était penchée près d'elle et avait murmuré « Prépare-toi pour ce soir, Bella. Je veux que nous soyons seuls. » Sans aucune distraction. Il avait laissé sur le lit une boîte contenant la robe rouge qu'elle portait maintenant, accompagnée de diamants et d'un flacon enivrant de parfum au jasmin. Dans une autre boîte, de la lingerie en dentelle rouge, du genre qui laissait peu de place à l'imagination. Vers 17 heures, elle avait renvoyé tout le personnel de la maison, les femmes de chambre, la sécurité, même le cuisinier. « Prenez votre soirée », leur avait-elle dit avec un sourire. « C'est notre anniversaire. » Elle était allée elle-même au marché, avait choisi son poisson préféré, s'assurant que les épices étaient parfaites. Une soupe de poisson chat pimenté, du riz frit, du dodo accompagné de bananes plantain rôties. Tout ce que Fémie adorait. Elle alluma des bougies dans tout le salon et le couloir. Des pétales de rose traçaient un chemin depuis la porte d'entrée jusqu'à leur chambre à l'étage. L'odeur des oignons grillés et des fleurs fraîches se mélangeait dans l'air, créant une atmosphère chaleureuse, intime, romantique. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Fémie avait envoyé un message « Je serai à la maison pour 19 heures. Ne jette pas un œil dans le bureau. J'ai une surprise. » Bella gloussa. Elle se sentait jeune à nouveau, comme une femme fraîchement amoureuse. À 19 heures précises, elle entendit le son familier de son SUV dans l'allée. Elle ajusta rapidement son rouge à lèvres, éteignit la lumière de la cuisine et se dirigea vers la porte. Fémie entra, vêtue d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon noir. Il était d'une élégance rare, le genre d'homme que les magazines qualifieraient de raffiné. « Waouh !» dit-il, ses yeux la parcourant lentement. « Tu es magique ce soir, mon amour. » Bella rougit. « Tout pour toi. » Il l'embrassa doucement sur le front et lui prit la main, la guidant vers la table éclairée aux chandelles dans la salle à manger. Ils trinquèrent. Il lui dit qu'elle était magnifique. Elle le taquina en lui rappelant qu'il avait oublié leur 3e anniversaire 2 ans plus tôt. Ils rirent. « Pas de personnel, pas de distraction, » dit-il. « Juste toi et moi. C'est comme ça que ça devrait toujours être. » Bella hocha la tête, un large sourire aux lèvres. « J'ai préparé ton plat préféré, » dit-elle. « Et j'ai aussi fait un dessert. Il est au frigo. » Elle se leva pour aller le chercher. Dès qu'elle lui tourna le dos et entra dans la cuisine, l'attitude de Fémie changea. Son sourire s'évanouit. Sa mâchoire se crispa. Il sortit de sa poche arrière un petit sachet en aluminium contenant une poudre blanche. Il jeta un coup d'œil vers la cuisine, puis versa rapidement le contenu dans le verre de vin de Bella, remuant juste assez pour le dissoudre. La poudre disparut. Il entendit la porte du réfrigérateur s'ouvrir et se rassit vivement, feignant de faire défiler quelque chose sur son téléphone. Bella revint quelques instants plus tard, tenant un bol en verre glacé rempli d'un parfait crémeux garni d'amandes concassées. « Je t'avais dit que j'avais fait ton dessert préféré, » dit-elle en posant le bol devant lui. « Tu me gâtes, » répondit-il en attrapant son verre. « Un toast ?» Ils levèrent leur verre. Elle but une généreuse gorgée. Quelques secondes passèrent, puis lentement, ses doigts se mirent à trembler. Elle cligna des yeux 2 fois, sa fourchette tomba doucement sur le sol avec un léger bruit. « Fémie » murmura-t-elle, sa voix soudainement rauque. « Ma tête. » Elle tourne. Elle vacilla légèrement sur sa chaise. « Je ne me sens pas. » Ses yeux se fermèrent et son buste s'effondra lourdement sur la table. Inconsciente. Fémie se leva immédiatement, calmement, presque trop calmement. Il s'approcha, vérifia son pouls, la souleva délicatement de sa chaise et la porta dans ses bras, comme une mariée, jusqu'à l'étage. Sa tête reposait mollement sur son épaule. Dans le couloir,
De doux pétales de rose accueillirent leurs pas alors qu'il entrait dans leur chambre éclairée aux chandelles. Il la déposa avec soin sur le lit, remontant les draps jusqu'à sa poitrine. Puis il se retourna, traversa le couloir jusqu'à la chambre d'Amy, tout au fond. Il posa la main sur la poignée, marqua une pause, puis ouvrit. Tony était à l'intérieur, vêtu d'un sweat à capuche noire, assis calmement sur le bord du lit. Il se leva quand Fémy entra. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Puis la voix de Fémy brisa le silence, froide, détachée. Elle est inconsciente. Tu sais ce que tu as à faire. Ne gâche pas tout. Tony hocha la tête. Ses yeux étaient sombres, emplis d'une émotion indéchiffrable. Peut-être de la culpabilité. Peut-être de la cupidité. Ou peut-être de la faim. Sans un mot, il passa devant Fémy, descendit le couloir et entra dans la chambre de Bella. Il retira silencieusement ses vêtements et ferma la porte derrière lui. Quel secret Fémy cachait-il? Et que se passera-t-il lorsque Bella découvrira la vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Des années avant de rencontrer Fémy, Bella avait toujours été une âme douce au cœur fort. Le genre de femme qui apportait des chips de plantain au travail pour tout le monde et se souvenait de votre anniversaire sans avoir besoin d'un rappel de Facebook. Elle aimait lentement, profondément et sans réserve. Et quand elle avait donné son cœur à Ama, elle n'avait rien retenu. Ils s'étaient rencontrés au travail. Même banque, même agence, même heure de déjeuner. Il lui avait offert son agrafeuse un jour où la sienne s'était bloquée pendant un rapport trimestriel. Elle avait ri et dit qu'il méritait un trophée. Il avait répondu que son rire sonnait comme des pétales de tournesol tombant sur une table de verre. Elle avait levé les yeux au ciel. Il avait souri. Et d'une manière ou d'une autre, sans fanfare, ils étaient devenus Bella et Ama. Ils partageaient des dossiers, des repas à la cantine, des objectifs d'épargne, un rêve. Ils n'étaient pas riches, mais Ama avait cette ambition tranquille qui était si séduisante chez un homme. Ses chemises étaient toujours bien repassées, ses chaussures cirées. Il marchait comme un homme qui avait un plan, même si ce plan n'était encore qu'une ébauche. Et Bella croyait en lui de tout son cœur. Ils sortirent ensemble pendant plus d'un an. Tout le monde à la banque les appelait déjà mari et femme. Elle était certaine que c'était lui, l'homme de sa vie. Jusqu'au jour où elle le ramena à la maison. Jusqu'au jour où tout changea. C'était un dimanche soir. Une brise légère faisait onduler les rideaux dans le salon de son père. Bella avait cuisiné un ragoût, acheté du pain frais, et portait même la couleur préférée de sa mère. Elle était nerveuse, mais excitée. Ama était impeccable. Chemise bleue impeccable, pantalon noir, coupe de cheveux soignée. Il salua chaleureusement, aida à porter les assiettes, rit poliment aux blagues de son père et complimenta la coiffure de sa mère à 2 reprises. Tout semblait bien se passer. Jusqu'à son départ. Alors, le salon se transforma en tribunal. « Qu'est-ce que tu essaies de faire de ta vie, exactement, Bella ?» dit sa mère, les bras croisés comme une directrice face à une élève rebelle. « Maman, que veux-tu dire ?» Son père baissa ses lunettes. « Tu as amené ce garçon ici pourquoi ? Pour que nous applaudissions. » Bella cligna des yeux. « C'est l'homme que je veux épouser. » Il y eut un silence pesant. Un moustique vrombit, puis ce fut le chaos. « Dieu nous en préserve. » lança sa mère. « Pourquoi veux-tu souffrir comme ça ? Il n'est même pas de notre tribu, » cria sa mère. « Tu veux mourir pauvre ? Tu veux nourrir tes enfants avec des larmes ?» Bella resta abasourdie. « Mais c'est un homme bon. Il me traite bien. » « Un homme bon ne construit pas une maison, » aboya son père. « As-tu vu les chaussures qu'il portait ? Les mêmes que l'année dernière. C'est cet homme que tu veux suivre. » « Et sa voiture » ajouta sa mère avec un geste dramatique. « Que Dieu me pardonne, mais même l'apprenti de mon tailleur a une meilleure voiture. » Les mains de Bella tremblaient. « Mais je l'aime. » Ils se figèrent tous les deux. Puis sa mère asséna le coup de grâce. « Fémy est un milliardaire. Un milliardaire. Jeune, célibataire, beau, d'une bonne famille. Et il te court après depuis des mois. Et toi, tu t'accroches à un simple guichetier qui peine à joindre les 2 bouts. Bella, utilise ta tête. Tu dis que tu aimes Ama maintenant. Quand la faim te frappera en plein mariage, l'amour s'évanouira, dit son père en sirotant son verre. On verra si l'amour paiera les frais de scolarité. » Bella se tenait au centre du salon, se sentant comme une enfant prise entre 2 nuages en colère. « Je n'épouserai pas Fémy, dit-elle, les larmes lui piquant la gorge. J'aime Ama. »« Alors va épouser ton Ama, » lança sa mère. « Mais ne viens pas mendier à cette porte plus tard. » Le ton était sans appel.
Bella sortit et claqua la porte. Elle pleura pendant tout le trajet en taxi. Mais même après tout cela, elle tint bon. Elle choisit Amma. Même lorsque ses parents cessèrent de lui parler pendant des semaines, même lorsque son père refusa de le saluer à la messe du dimanche, Bella choisit Amma parce que l'amour, le vrai, était rare. Puis, un mardi matin, Amma ne se présenta pas au travail. Au début, Bella n'y pensa pas. Peut-être était-il coincé dans les embouteillages. Mais à midi, elle l'appelait. À 15 heures, ses mains tremblaient. À 17 heures, elle était devant son appartement. L'immeuble était silencieux. Sa porte était grande ouverte. À l'intérieur, l'appartement était vide. Pas de télévision, pas de tapis, pas de photos d'elle sur l'étagère. Juste le vide. Un voisin qui passait haussa les épaules quand elle demanda. « Oh, ce type. Il a déménagé la nuit dernière. » Vers minuit. Bella le fixa. « Il a... Quoi ? » « Il est parti. Il n'a pas dit où, il a juste tout emballé et il est parti. » Elle éclata d'un rire nerveux, clignant des yeux rapidement. « Non, ce n'est pas possible. Il ne m'a rien dit. Il me l'aurait dit. » Mais Amma ne lui avait rien dit. Pas un mot. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise par terre dans sa chambre, fixant son téléphone, le message arriva. « Bella, j'ai quitté le pays. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. C'est fini. Passe à autre chose. » Une seule ligne, un seul texto de l'homme qui disait vouloir appeler leur première fille Amarachi. Son téléphone glissa de sa main. Elle se plia en deux, la poitrine secouée de sanglots, ses larmes trempant sa robe. Non, non. Ce n'est pas réel. Il m'avait promis. Elle essaya d'appeler. Numéro éteint. Elle essaya WhatsApp. Bloqué. Elle essaya ses réseaux sociaux. Désactivé. C'était comme s'il avait été effacé du monde. Bella pleura jusqu'à ce que sa voix se brise. Elle ne mangea pas pendant 3 jours. Et quand elle trouva enfin le courage de le dire à ses parents, ils n'offrirent aucun réconfort. Ils offrirent un soulagement suffisant. Sa mère ajusta son pagne et dit, « Tu vois, Dieu t'a sauvée. Tu devrais être reconnaissante. » Son père ne leva même pas les yeux de son journal. Les gens de sa tribu, ils sont comme ça. Fais-moi confiance. Et c'est ainsi que commença la pression lente et calculée qui finirait par pousser Bella dans les bras de cet homme qui souriait trop et de son cousin qui ne parlait jamais. Quand Amma disparut, Bella ne perdit pas seulement un petit ami. Elle perdit son souffle, son sommeil, son appétit, sa confiance. C'était comme si on lui avait arraché le cœur pour l'envoyer à un inconnu qui avait signé le reçu avant de disparaître en poussière. Mais Femi ne partit jamais. Il se montrait avec des fleurs, avec de la patience, avec de la nourriture qu'elle ne demandait pas et des blagues auxquelles elle ne riait pas. Ses SMS étaient attentionnés. Son ton était doux. Il ne la poussait pas. Il attendait. Même sa famille vint. Sa mère serra Bella dans ses bras, comme si elle était déjà sa belle-fille. Son père l'appelait « ma fille ». Ses propres parents, qui avaient autrefois organisé une intervention à propos d'Amma, devinrent ses plus fervents supporters. Après un an d'attente, d'espoir, de saignements silencieux, elle dit oui à Femi. Et d'un coup, le monde applaudit. La vie avec Femi était douce. Au début. Voyage, sac de créateur, voiture neuve. Bella se laissa aimer à nouveau, ou quelque chose qui y ressemblait. Mais les jours devinrent des mois, et les mois des années. 1 an, 2, 3. Pas de grossesse. Au début, elle se disait de se détendre. Mais chaque mois, quand ses règles arrivaient, elle pleurait en silence. Femi ne semblait pas s'en soucier. Les bébés viendront. Arrête de me stresser, disait-il. Elle alla à l'hôpital, fit des tests. Le médecin sourit gentiment et dit, « Vous allez parfaitement bien. Faites venir votre mari. » Mais Femi refusa catégoriquement. « Il n'y a rien qui cloche chez moi. » Hurla-t-il un soir. « Arrête de me faire sentir comme si j'étais défectueux. » Elle pleura, supplia, plaida. Mais Femi devint seulement plus froid. Puis un jour, après une énième déception, il lui tendit une enveloppe. « Tiens. Mes résultats. Tu peux dormir tranquille maintenant. » À l'intérieur, un bilan de fertilité impeccable d'un des hôpitaux les plus réputés de Lagos. Le médecin confirma, c'est authentique. Tout semble normal. Pourtant, elle ne pouvait se défaire de ce sentiment. Quelque chose n'allait pas. Puis vint leur 5e anniversaire. Comme pour le premier, Femi redevint doux. Joueur. Dînons ici, dit-il. Juste nous. Comme au bon vieux temps. Elle cuisina,
décora, alluma des bougies. L'air avait un goût de déjà-vu. Ils trinquèrent. Elle but son vin. Puis le noir. Le lendemain matin, elle se réveilla dans son lit. La tête lourde, le corps endolori. Pourquoi était-elle nue sous les draps? Que s'était-il passé? Elle se souvint des rires, du repas, du toast. Elle se souvint être allée chercher le dessert. Puis plus rien. Elle descendit. Dans le salon, elle trouva Fémy et Tony, son cousin, en train de parler à voix basse. Ils s'arrêtèrent dès qu'ils la virent. Fémy sourit. Tony sourit aussi. Trop. Ses yeux balayaient sa poitrine, ses jambes, son visage. Il ressemblait à un homme affamé devant un buffet. « Bonjour, ma chérie », dit Fémy. « Notre femme », sourit Tony, ses yeux toujours rivés sur elle. « Bonjour. Tu es radieuse. » Bella força un sourire. « Tu es là. Quand es-tu arrivée ?»« Ce matin, » répondit Tony, trop vite. « Je viens d'arriver. »« Il restera avec nous quelques jours », ajouta Fémy. Son corps se sentait violé. Elle ne pouvait l'expliquer. Elle mit ça sur le compte du vin, des hormones, de la fatigue. Mais au plus profond d'elle-même, quelque chose était brisé. À partir de la nuit de l'anniversaire, quelque chose dans l'âme de Bella refusa de s'apaiser. Et puis, il y eut le sommeil. Certaines nuits, Bella s'endormait et se réveillait le lendemain matin dans une position complètement différente. Son corps était parfois douloureux, l'intérieur de ses cuisses sensibles. Quand elle interrogeait Fémy, il se contentait de bâiller. « Tu as ronflé toute la nuit. Tu n'as même pas bougé. » Puis le retard. Une absence de règles, puis deux. Quand les nausées arrivèrent, elle se rendit à la clinique. La nurse revint. « Félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 8 semaines. » Bella haleta. « Êtes-vous sûre ?» Elle regarda l'échographie, vit la lumière clignotante, un minuscule battement de cœur, et elle fondit en larmes. Elle se précipita à la maison, impatiente de l'annoncer à Fémy. Elle prépara son plat préféré, alluma des bougies. Fémy, aplatait-elle avec un sourire immense. « J'ai une bonne nouvelle. Je suis enceinte. » Il y eut une pause. Fémy leva les yeux de son téléphone. « Ah. Félicitations. » Il se leva, passa devant elle et entra directement dans la salle de bain. Pas de cri de joie, pas de baiser, rien. Cette nuit-là, il dormit sur le bord du lit, le dos tourné. Les semaines passèrent, et ce fut pire. Fémy cessa de lui parler, de la toucher, et déménagea dans la chambre d'amis. Il manqua ses rendez-vous à l'hôpital, la première échographie. Là où son mari se retirait, Tony s'immisça. Trop. Cela commença par de petites choses. Une huile corporelle pour les vergetures, un panier de fruits. Puis il se proposa de cuisiner. « Tu dois bien manger pour le bébé », disait-il. Il l'emmena à ses rendez-vous médicaux. « Tu es notre femme », dit-il doucement. « C'est mon devoir. » Il commença à la complimenter d'une manière qui lui donnait la chair de poule. « Tu es radieuse, Bella. La grossesse te va si bien. » Elle commença à se retirer. Elle verrouillait la porte de sa chambre la nuit, refusait la nourriture que Tony cuisinait. « S'il te plaît, arrête de m'acheter des choses, » dit-elle sèchement. « Tu me mets mal à l'aise. » Tony parut blessé. « Je ne fais que prendre soin de la famille. » Les dernières semaines avant la date prévue de l'accouchement furent les plus solitaires de sa vie. Fémy était un fantôme dans sa propre maison. Puis vinrent les contractions. Bella cria de douleur, seule. Fémy n'arriva que juste avant l'accouchement. Il resta dans un coin, faisant défiler son téléphone. Lorsque le cri du bébé retentit, l'infirmière lui tendit le nouveau-né. Fémy le tint avec des mains raides pendant 2 secondes, le reposa doucement dans le berceau et retourna dans son coin. Sympa. Félicitations. Ce fut tout. Mais Tony fit irruption dans la chambre comme s'il avait gagné à la loterie. Il est parfait, dit-il en le prenant dans ses bras. Tu as bien travaillé, Bella. Il berça le bébé, l'embrassa, le nourrit. Bella le regardait, confuse. Pourquoi le cousin de mon mari est-il plus excité que l'homme qui a attendu 5 ans pour cet enfant? Une fois rentré à la maison, la situation devint encore plus étrange. Fémy se noya dans le travail. Tony, lui, endossa le rôle de coparent. Il portait le bébé, le calmait, nettoyait les biberons. Même lors de la cérémonie de baptême, Fémy resta en retrait, tel un oncle éloigné. Puis vint le premier anniversaire de David. Bella décora le salon. Les invités arrivèrent. La musique jouait. Fémy était introuvable.
Tony prit les choses en main, comme si l'enfant était le sien. Il servit à manger, porta un toast, coupa le gâteau avec Bella. Bella demanda à une domestique, « S'il vous plaît, appelez mon mari. Dites-lui de venir pour les photos. » La domestique revint. Monsieur dit de prendre les photos sans lui. Il est occupé en haut. Elle monta elle-même. Juste une photo? C'est son premier anniversaire. D'accord, marmonna-t-il. Il descendit, se tint à côté d'elle comme une statue pendant que le flash crépitait. Pas un sourire. Quelques mois plus tard, la crèche appela. David était tombé dans la cour de récréation. Il a un traumatisme crânien, madame, dit la directrice, la panique dans la voix. Il a besoin d'une transfusion. D'urgence. Son groupe sanguin est rare. Bella se précipita à l'hôpital. Nous avons besoin d'un parent avec un groupe sanguin compatible pour donner son sang, expliqua le médecin. Elle composa le numéro de Femi. Quoi? Dit-il, distrait. Dis au médecin de trouver du sang ailleurs. Je suis en réunion. Femi, ton fils est en train de mourir et tu es en réunion? Es-tu fou? Calme-toi. L'hôpital a une banque de sang. Si tu ne viens pas maintenant, je démolirai ton bureau brique par brique. Elle n'attendit pas sa réponse. Elle fonça à son entreprise, fit irruption dans la salle de conseil et frappa du poing sur la table. Ton fils est aux urgences. Si tu ne viens pas avec moi maintenant, je m'assurerai que tu perdes tout. Femi la suivit, silencieux, froid. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Tony était déjà là, parlant aux infirmières. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit Tony en s'approchant de Bella. Je leur ai dit que je suis de la famille. Je veux donner mon sang. Vérifier si mon sang est compatible avec le sien. Bella le fixa, choquée. Tu es venu? Murmura-t-elle, bouleversée. Bien sûr que je suis venue. David est mon neveu. Il posa une main sur son épaule, et pour la première fois depuis longtemps, Bella sentit que quelqu'un était vraiment là pour elle. Une infirmière appela les deux hommes pour des analyses. Bella s'effondra sur une chaise dans la salle d'attente. Les minutes s'étirèrent. Puis elle entendit son nom. Madame Johnson. Madame, veuillez me suivre dans mon bureau. Dans le bureau du médecin, il lui tendit un dossier. Il y a quelque chose d'étrange dans les résultats. Bella ouvrit le dossier. Elle vit les étiquettes. Patient, Davido. Johnson. Père, M. Femi Johnson. Parent, M. Tony Johnson. Elle lut les lignes. Ses yeux se figèrent sur la note finale. Son souffle se coupa. Ses mains se mirent à trembler. Le papier glissa de ses doigts. Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-elle, la voix blanche. Le secret que Femi a si désespérément tenté de cacher est sur le point d'éclater, menaçant de détruire bien plus qu'un simple mariage. La vérité, souvent, est bien plus cruelle que le mensonge le plus élaboré. Et pour Bella, cette vérité ne fait que commencer à se dévoiler.